Bonjour à tous et bienvenue sur Naël Prépa. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui fait suite à la précédente qui s'y était consacrée à Kyle Hamilton. Aujourd'hui, on se retrouve pour la démonstration de Kyle Hamilton en utilisant les matrices compagnes. Alors avant d'attaquer à proprement parler la démonstration de Kyle Hamilton, on va d'abord commencer par définir qu'est-ce que c'est qu'une matrice compagne. Alors pour bien comprendre ce qu'est une matrice compagne, on va commencer par définir un polynôme et vous allez voir que la matrice compagne, c'est juste une matrice qui est associée à un polynôme. Donc considérons P qui appartient à K crochet X, et notre polynôme P, on va lui imposer d'être unitaire. C'est-à-dire que P, il est tel qu'on a l'existence de seulement n scalaires, donc A0 jusqu'à An-1, qui sont du coup n scalaires, et P, il vérifie la propriété d'être égal à x puissance n plus la somme pour K égale 0 à n-1 des AK x puissance K. Et une fois qu'on a défini ce polynôme P, on va lui associer une matrice compagne. Donc la matrice compagne, ça va être une matrice de Mn de K. Donc P, il est unitaire de degré n, et dans ce cas, la matrice compagne va être une matrice carrée à coefficient dans K de taille n. Et la définition de CP, ça va être quoi? On va lui définir, du coup, proprement, faisons ça bien. On va retrouver, du coup, alors sur la dernière colonne, on va retrouver l'opposé des coefficients de P qui apparaissent, du coup, dans l'ordre croissant des degrés. Donc on va retrouver moins A0, moins A1, tac, 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 jusqu'à moins à n-1. Sur la diagonale, on va retrouver que des zéros, jusqu'à ici, et sur la sous-diagonale, on va retrouver que des 1. Hop, jusqu'à la dernière ligne, où là, il y a un 1, et que des zéros partout ailleurs. Donc voilà la définition de notre matrice compagne. Alors maintenant, vous me direz, ok, on voit que sur la dernière colonne, il y a l'opposé des coefficients de P, mais pourquoi est-ce qu'on choisit une matrice qui a cette forme-là pour l'associer à un polynôme? En fait, la particularité d'une matrice compagne, c'est que son polynôme caractéristique, quand on considère le polynôme caractéristique unitaire, c'est-à-dire on l'appelle qui CP, ça va être exactement P. Donc en fait, on a défini une matrice qui est telle que son polynôme caractéristique unitaire, c'est P. Donc vérifions ça en fait. Là, ce que je suis en train de vous affirmer, c'est que le polynôme caractéristique unitaire de CP, il est égal à P. Et ça, c'est un truc qui est formidable avec les matrices compagnes, parce que ça va nous permettre de simplifier la preuve de Cayley-Hamilton. Alors, ce polynôme caractéristique, calculons-le. Par définition, ce polynôme caractéristique, il est égal au déterminant de x id moins cp. Ok, ça c'est le polynôme caractéristique de cp, évalué en x, il est égal à ça. Et donc, si on l'écrit correctement, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, écrivons-le comme c'est écrit traditionnellement, entre des barres. On va trouver x partout sur la diagonale, jusqu'à l'avant-dernière ligne où on a encore x, et sur la dernière ligne, on a x plus an-1. Ok, sur la dernière colonne, du coup, comme on a fait moins cp, on va retrouver a0, a1, jusqu'à an-2 ici. Sur la sous-diagonale, on va retrouver des moins 1 partout, jusqu'à la dernière ligne, et que des zéros partout ailleurs. Et maintenant, pour calculer ce déterminant, ça va être super simple. Il va juste falloir développer suivant la dernière colonne. Si on développe kit CP suivant la dernière colonne, kit CP en x, il va être égal à quoi? Il va être égal à A0 fois, du coup, moins 1 puissance A0 et en nème colonne, plus première ligne, fois, du coup, le déterminant de la matrice qu'on obtient en supprimant la ligne 1 et la colonne n. Donc on va retrouver, du coup, une matrice avec juste moins 1 partout sur la diagonale, que des moins 1. Hop, un 0 en bas à gauche, et en haut, ce qu'on obtient, en fait, on s'en fout, parce qu'on a ici un déterminant d'une matrice triangulaire, donc son déterminant, c'est juste le produit des valeurs diagonales. On va faire la même chose, du coup, pour A1. On va retrouver A1 fois moins 1 puissance A1, il est en nème colonne toujours, plus deuxième ligne cette fois, fois, et donc du coup, maintenant, ce qu'on va retrouver en supprimant la deuxième ligne et la nème colonne, on va retrouver moins 1, non, on va retrouver, pardon, x tout en haut, puis que des moins 1 partout sur la diagonale, et encore un 0 en bas à gauche, donc on a encore une matrice triangulaire, et on se fiche de ce qui se passe là. Ok, continuons comme ça, pour voir un peu ce qui se passe. Pour A2, on va multiplier par moins 1 puissance n plus 3, et on va trouver quoi? En fait, on va trouver 2x sur la diagonale, puis que des moins 1, et encore une matrice triangulaire, donc on se fiche de ce qu'il y a en haut à droite, dans le triangle supérieur, etc., jusqu'à a n-2, ça va être égal à
du coup, on va regarder le déterminant juste après, mais on est en nème colonne toujours, plus, et on est du coup en n-1e ligne, fois le déterminant, ça va être, on va retrouver en fait n-2x sur la diagonale, et juste 1-1 tout en bas à droite, que des zéros ici, et là, on se fiche de ce qu'il y a dans le triangle supérieur, toujours. Et du coup, pour le dernier, on va retrouver an-1 fois moins 1 puissance, du coup, on est en nème ligne plus nème colonne, fois, du coup, le déterminant qu'on obtient. Regardons un peu là en détail ce qu'on obtient. Si on enlève la dernière ligne et, hop, la dernière colonne, on se retrouve avec, cette fois, une matrice triangulaire inférieure avec que des x sur la diagonale et que des moins 1 en bas. Ok, donc on se retrouve avec que des x partout sur la diagonale et des zéros là, et on s'en fout de ce qu'il y a là. Je me rends d'ailleurs compte au passage qu'en fait, j'ai parlé de matrices triangulaires supérieures tout du long, mais c'est plutôt des matrices triangulaires inférieures qu'on obtient. Ça change rien, hein. C'est exactement pareil, ce qui compte, c'est juste les éléments diagonaux. Donc maintenant qu'on a fait ça, regardons ce qui se passe pour chacun des coefficients. En fait, ça va être égal à quoi? On va avoir, écrivons-le en gris pour pas confondre, on va avoir A0 fois moins 1 puissance n plus 1 fois moins 1. Les éléments diagonaux, on en a combien ici? On en a n-1, parce qu'ici, comme on a enlevé une ligne et une colonne, on avait une matrice carrée de taille n, on n'a plus que maintenant une matrice carrée de taille n-1. Ça nous fait quoi? Ça nous fait juste A0. Ici, si on regarde le deuxième terme de notre somme, on va retrouver A1 fois moins 1 puissance n plus 2 fois, du coup, x et moins 1 puissance, cette fois, n-2. Et ça nous fait quoi? Ça nous fait juste A1x. Et en fait, on se rend compte que ça va être comme ça tout du long. On va avoir jusqu'à ici, on va retrouver A2, AN-2, pardon. On va retrouver AN-2 fois x puissance n-2. Et ici, on va encore retrouver AN-1 fois x puissance n-1. Et donc, on retombe bien sur P. On trouve bien, du coup, en développant ce déterminant, que le polynôme caractéristique de CP, appliqué en x, c'est exactement P de x. Donc, on a bien prouvé que la matrice compagne qui est associée à un polynôme, son polynôme caractéristique, c'est le polynôme de départ auquel la matrice compagne est associée. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur les matrices compagnes, et voilà pourquoi est-ce que c'est si utile. Maintenant, place à la démonstration de Cayley-Hamilton utilisant les matrices compagnes. Donc maintenant, démonstration de Cayley-Hamilton. Je vous rappelle rapidement l'énoncé de Cayley-Hamilton. Si on prend U, un endomorphisme de E, et QU, son polynôme caractéristique, hop, alors on n'a que QU est annulateur de U, c'est-à-dire que QU appliqué en U, ça c'est toujours un endomorphisme de E, mais c'est cette fois l'endomorphisme nul. Donc c'est ce qu'on va essayer de montrer avec l'idée des matrices compagnes. Donc pour faire ça, on va essayer de raisonner sur les endomorphismes. L'objectif c'est de montrer que ça c'est un endomorphisme nul. Donc on va essayer de montrer que cet endomorphisme, si on l'applique à n'importe quel vecteur de E, ça va nous renvoyer juste le vecteur nul. C'est-à-dire, on essaye de montrer en fait que l'image de QU de U s'est réduit au singleton 0. Et ça nous assure, par définition, que cet endomorphisme-là, est bien l'endomorphisme nul. Donc ça, c'est l'objectif. Objectif, on veut montrer que l'image de QU appliquée en U, ça fait 0. Donc pour faire ça, on va faire quoi? On va dire soit x, un vecteur quelconque de E. Soit x appartient à E, et on va essayer de montrer, on veut montrer que le polynôme caractéristique appliqué en U, si ça, du coup, on a dit que c'était un endomorphisme, si maintenant on l'applique en x, on veut montrer que ça fait le 0 de E. Comment on va s'y prendre? Déjà, si x il vaut 0, c'est immédiat. Donc, si x égale 0 de E, ok. Pourquoi? Parce que QU, c'est un endomorphisme, donc c'est une application linéaire, donc l'image par une application linéaire de 0, c'est toujours 0. Maintenant, on essaye de regarder ce qui se passe quand x il n'est pas 0. Quand x il n'est pas 0, donc si x est différent de 0, qu'est-ce qu'on peut faire? On va s'inspirer de la démonstration de l'exercice classique qui nous dit que si un endomorphisme est nilpotent dans un espace de dimension n, alors cet endomorphisme à la puissance n, il vaut 0. Comment on procède pour ça? On construit une famille libre et on montre que cette famille libre, elle ne peut pas être plus grande que n. C'est-à-dire que son cardinal ne peut pas être plus grand que n. Donc on va essayer de s'inspirer de cette démonstration. C'est pas forcément hyper intuitif, mais ça marche. Donc inspirons-nous de cette démonstration.
on va donner M. M, on va dire que c'est le maximum des puissances K, donc c'est le max sur K, qui soit tel que la famille X, U de X, jusqu'à U puissance K de X, soit libre. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que U, enfin si on prend ainsi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend X, U de X, jusqu'à U puissance M de X, ça c'est libre. Par contre, si on rajoute U puissance M moins 1, U puissance M plus 1, pardon, ça va être lié. Donc ça, maintenant, c'est une famille liée. Et donc, on va essayer d'exploiter la propriété de M comme le maximum d'un ensemble. Maintenant, ce qu'on a, c'est que par définition, comme U puissance M plus 1 de X, c'est lié, on va pouvoir le décomposer suivant les premiers vecteurs de notre famille. Donc, on va dire qu'il existe une suite A0 jusqu'à, du coup, on va retrouver AM, qui appartient à K puissance M, qui est telle que U puissance M plus 1 de X, c'est un M ici, c'est égal à la somme pour K égale 0 à M, du coup, on va retrouver AK U puissance K appliqué en X, avec pour convention que U puissance 0 de X, c'est égal à X. Et donc là, maintenant, on retrouve la définition de polynôme d'endomorphisme. On a par définition ici décomposé U puissance M plus 1 sur une famille libre. Donc, en plus de ça, les coefficients A0 jusqu'à AK qu'on a définis, ils sont uniques. Ok, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On sait que là, on a une famille libre, et là, on a décomposé, du coup, le dernier vecteur sur notre famille libre. La famille libre qu'on a, on va même pouvoir la compléter en une base de E. Donc, complétons-la en une base de E. On va dire que X, U de X, jusqu'à U puissance M de X, on va la compléter, disons, avec epsilon M plus 1 jusqu'à epsilon N, puisqu'on considère que E est un espace de dimension N. Ok, donc ça, c'est une base de E. Maintenant, on va l'appeler B'. Et en fait, c'est maintenant que l'idée d'avoir posé M va prendre son sens. On va essayer de décomposer U dans la base B' qu'on a définie. Alors, si on regarde comment s'écrit U dans cette base B', on regarde du coup sur les colonnes l'image par U des coefficients, ou plutôt des vecteurs qui composent notre base. Donc, on va regarder d'abord pour X, on va regarder du coup ici U de X, et ici, on va avoir X. Pour là, on va regarder U carré de X, et ici, on va laisser U de X, etc., jusqu'à avoir U puissance M de X, U puissance M plus 1 de X, et tous les epsilon qui suivent derrière, donc l'image par U de tous les epsilon. Pour U puissance M, enfin ici, on va retrouver encore U puissance M de X, et après tous les epsilon ici, dont on se fiche un peu. Ce qu'on va avoir ici, c'est ce qui va nous intéresser, c'est ce premier bloc-là. Ce premier bloc ici, qu'est-ce qu'il va avoir comme particularité? En fait, on va retrouver une matrice compagne. On va retrouver, en fait, ici, U de X, si on le décompose, ça fait 0, 1, puis que des 0. Et en fait, on va trouver des 0 partout sur la diagonale, des 1 partout sur la sous-diagonale, et sur la dernière colonne, on va se retrouver, en fait, non pas avec 0 ici, mais avec les coefficients dans lesquels on a décomposé U puissance M plus 1. C'est-à-dire U puissance M plus 1, on a dit que c'était égal à A0 fois X jusqu'à trouver du coup A puissance M, jusqu'à trouver A puissance M en fait, hein, c'est ça qu'on avait dit. On avait dit voilà, que U puissance M plus 1, il s'écrivait comme ça. Donc voilà ce qu'on a ici comme bloc. Et évidemment, ici on a encore comme bloc une autre matrice. Appelons-la, je ne sais pas, on va l'appeler B. Ici on a encore une autre matrice par bloc qu'on va appeler A. Et ici on a une matrice qui est la matrice nulle. Okay, puisqu'évidemment, les U de X, U carré, etc. n'ont pas de composante sur epsilon, puisqu'on a considéré ici ces éléments-là comme faisant partie de la base. Donc ici, on a 0. Ok, on se rend compte de quoi? On se rend compte que cette grande matrice que je peux écrire en jaune, là, ça, c'est une matrice compagne. Donc en fait, on n'a qu'à poser P de X, qui va être égal, du coup, à X puissance M plus 1, moins, du coup, la somme pour K égale 0 à M des AK X puissance K. Et alors, dans ce cas, on a le fait que la matrice de U dans la base B', c'est égal à la grande matrice compagne 7P, ici la matrice B, ici la matrice A, et ici la matrice 0. Ok, avec les bonnes dimensions.
Maintenant qu'on a dit ça, en fait, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va simplement rappeler que le polynôme caractéristique de U, c'est le produit des deux polynômes caractéristiques qu'on a là. Donc on va dire que Qu de U, pas Qu de U, pardon, Qu de X, c'est égal à qui Cp de X fois Kia en X. Ok? Ça, c'est simplement parce qu'on a une matrice qui est triangulaire par bloc. Donc, on a bien le fait que ce polynôme caractéristique, il se décompose comme ça. Et en plus de ça, le polynôme caractéristique de U, on a déjà dit longuement dans les précédentes vidéos, qui ne dépendait pas du choix de la base. Donc, en particulier, le polynôme caractéristique de U, c'est bien le polynôme caractéristique de cette grande matrice, qui est le produit du polynôme caractéristique de Cp et du polynôme caractéristique de A. Sauf que maintenant, on se rend compte de quoi? On se rend compte en particulier que si on prend le polynôme P, comme il est défini ici, on se rend compte de quoi? On se rend compte que P, si on le regarde appliqué en U, c'est quoi? C'est U puissance m plus 1 moins la somme pour k égale 0 à m des ak U puissance k. Et par définition, ça fait 0. Ok, ça c'est un polynôme nul. Sauf que maintenant, on se rend compte de quoi? On se rend compte en particulier que P, il n'est pas défini de manière hasardeuse. P, en fait, si on regarde P de x, on a dit qu'il était égal à, du coup, x puissance, pardon, c'est un m plus 1, x puissance m plus 1 moins la somme pour k égale 0 à m des ak x puissance k. Et maintenant, si on regarde le polynôme PU appliqué en x, on va trouver quoi? On va trouver u de x puissance m plus 1 moins la somme pour k égale 0 à m des ak u de x puissance k plus 1, puissance k, pardon. Et ça, en fait, c'est quoi? Si on regarde la définition de P, alors P, on l'a défini où? On l'a défini, voilà. Si on regarde cette égalité-là, on se rend compte que là, on a défini P de U appliqué en X nul. Donc ça, c'est le vecteur nul. Ok? Et là, ce dont on se rend compte en particulier, c'est qu'on va regarder le polynôme caractéristique appliqué en U. Hop, et maintenant, comme ça, c'est un endomorphisme, on l'applique encore en X, et on va trouver quoi? On va trouver que c'est qui de Cp appliqué en U rond Kia de U appliqué en X, sauf que qui de Cp, on sait que c'est égal à P, donc ça fait PU rond Kia en U appliqué en X, et les polynômes d'endomorphisme y commutent en particulier. Donc là, on se rend compte, si vous vous en rappelez plus, je vous encourage à retourner voir la vidéo que j'ai tournée sur les polynômes d'endomorphisme. Donc comme ça commute, on a ça qui est égal à Kia de U rond P de U, le tout appliqué en X. Et ça, en fait, c'est le vecteur nul. Donc là, on applique un polynôme Kia de U en le polynôme, enfin en le vecteur nul de E, et donc ça nous fait retomber sur 0 de E. Et donc là, on a trouvé que le polynôme caractéristique de U appliqué en U, si on le regarde en X, ça fait 0 de E. Sauf que là, on a choisi un X quelconque au départ. Donc on a montré que pour tout X qui appartient à E, on a toujours Qu de X qui vaut 0. Et d'où on a l'image de Qu appliqué en U qui est réduite au singleton 0 de E. Donc on a bien montré que Qu était un polynôme annulateur de U. Donc voilà pour cette démonstration du théorème de Cayley-Hamilton qui mobilise les matrices compagnes. On verra du coup dans la prochaine vidéo une autre démonstration de Cayley-Hamilton qui mobilise les comatrices. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao ciao!